son salon marche. Elle a vendu sa jambe-là. Mais quand j'entendais les gens parler, un jour dans un taxi, une femme parle de moi, elle ne me connaît pas. Et dans le taxi, c'est une amie qui était dans le taxi. Elle laisse la dame parler, laisse la dame aller jusqu'au bout. Déjà, elle est chère, ses prix sont élevés, elle porte même pas bien. En plus, on dit qu'elle a vendu son pied pour que son salon marche. Et les gens sont toujours alignés devant la porte. Et là, ma copine lui demande, tu la connais personnellement? Non. Tu es allé dans son salon de coiffure une fois te faire coiffer pour voir qu'elle ne coiffe pas bien? Non. Et pourquoi tu parles d'elle alors? Mais parce que c'est ce qu'on dit. Qu'elle a vendu son pied, elle maraboute beaucoup et tout. Regardez, elle est handicapée, mais paraît qu'elle a tout ce qu'elle veut. C'est pas normal. Et ma copine lui dit, c'est ma sœur. C'est une amie, c'est ma sœur. Et tout ce que tu racontes là, faut apprendre à la connaître et tu sauras qui elle est. Parce que tout ce que tu dis là, c'est du pipeau. Va la rencontrer, tu vas voir. Donc, pendant 12 ans, j'ai tenu ce salon, j'avais 12 apprentis. Donc, ici en Europe, les gens payent pour apprendre. Les gens apprennent, on les paye, mais en Afrique, tu payes pour apprendre. Donc, j'avais 12 personnes qui payaient pour apprendre la coiffure chez moi. Donc, quand je voyageais, j'ai laissé le salon à ma petite cousine qui a été formée par moi. Voilà, elle est restée avec le salon de coiffure. Donc, j'ai eu une vie au Cameroun. Du coup, comment ta procédure pour transiter, comment tu as eu l'opportunité pour voyager, puisque tu t'es pas levé, déjà tu n'étais pas d'une famille assez aisée. Est-ce que tu peux nous parler de ton voyage Comme je travaillais et que je gagnais des sous, donc je faisais des réunions et je gardais des sous pour voyager. J'ai commencé à chercher à voyager depuis longtemps, mais ça n'a jamais été le cas. Toutes les personnes toutes les femmes qui venaient dans mon salon, c'était des femmes qui épousaient les Européens. Et mon salon était devenu la référence. Quand une femme voulait épouser un Européen, on dit, allez chez elle, c'est la coiffeuse des femmes de blanc. C'est la coiffeuse des femmes de blanc. Donc, toutes les femmes qui venaient se coiffer chez moi voyageaient une semaine après, ou un mois après, ou 3 mois après, mais moi, j'étais toujours là. Moi, je cherchais toujours à voyager, ça ne marchait pas. J'étais là. Et un jour, ma sœur, comme je vous ai dit, elle allait divorcer, elle devait se remarier avec son même mari. Elle dit à notre mère, je t'invite pour mon remariage. Ma mère lui dit, j'étais déjà en Europe. Moi, j'ai pas trop aimé votre pays là. Que de prendre une vieille femme comme moi, quand tu ne prendrais pas ta sœur. Ma sœur dit, mais oui, moi je voulais que tu viennes. Ma mère lui dit, non, prends ta sœur. Si vous êtes deux là-bas, moi je viendrai sans problème. Donc prends ta sœur, laisse-moi. Prends ta sœur. C'est comme ça qu'on engage les démarches pour le visa et tout. J'ai fait ma demande de visa normale à l'ambassade. On a déposé. Un mois. Le jour là, ils ont pris le dossier. On m'a dit, rentrez, j'attends. Je devais voyager. La date de voyage est arrivée, je n'ai toujours pas de visa. Je suis allée à l'ambassade, je leur ai dit, parce que là, entre-temps, moi, mon cœur n'est plus au Cameroun. Dans ma tête, c'est que je dois voyager. Mais je fais quoi? Mais je continue à bosser, mais dans ma tête, il faut que j'aille. Mais mon jour de voyage est arrivé. Ils ne m'ont pas encore donné le visa. Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je ne voyage pas? Je suis allée à l'ambassade, ils ne voulaient pas me laisser entrer. Je suis entrée, j'ai forcé. Je leur ai dit, vous me rendez mon passeport, vous me donnez un visa, donnez-moi mon passeport. S'il n'y a pas de visa, donnez-moi mon passeport, j'oublie le voyage et je m'assois tranquille, je continue à bosser parce que là, je ne bosse même plus, je ne suis pas concentrée parce que dans ma tête, je dois voyager. S'il n'y a pas de voyage, rendez le visa, rendez-moi mon passeport, je pars. Entre-temps, mon beau-frère en France, il a fait des courriers, il a mis la pression. Et quand je m'attendais le moins, il me restait 5 jours, non, 20 jours. J'ai demandé un mois, ils ont bouffé 10 jours, il restait 20 jours. Il m'appelle, un matin on m'appelle, madame, votre visa est sorti, venez récupérer votre visa, mais il vous reste 20 jours. Je dis, 20 jours, moi j'ai demandé un mois, à prendre ou à laisser. Je dis, je prends. Donner, déjà 20 jours, c'est bon, donner. Ils m'ont donné 20 jours. C'est comme ça que j'arrive en France. Ma sœur se marie une semaine après. Au début, je me souviens, quand je vous dis que je ne m'acceptais pas tout à fait, c'est quand je regardais les photos du mariage de ma sœur que je comprenais que je ne m'acceptais pas tout à fait parce que justement, j'étais courbée. Donc, ces photos-là, j'étais courbée comme ça. Et je détestais ces photos. Mais je les détestais. Je dis, mais je déteste ta photo-là. Quand tu m'as filmé quand je marchais, j'aimais juste m'arrêter et on filmait. Mais fallait pas qu'on me filme quand je marche. Non, fallait qu'on me filme quand je suis debout. Mais marcher, non. Fallait pas que je voie ça. Je ne voulais pas voir ça. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi, ça. Et elle m'a filmé quand j'étais bien courbée, je marchais. Bon. C'est pas grave. Et la photo, elle est là. Donc, c'est comme ça que j'arrive en France. Et après le mariage, est-ce que je peux continuer? C'est d'autres questions. Donc, après le mariage, maintenant, ma sœur m'amène voir son médecin traitant au quartier. Elle habitait à Poissy, en région parisienne. M'amène voir son médecin traitant qui lui dit, moi, je ne peux pas m'occuper des personnes. Je ne suis pas un médecin pour handicapés, donc je ne pourrai rien faire pour ta sœur. Mais par contre, je peux vous orienter ailleurs. C'est comme ça qu'elle nous oriente à Garches. Garches, c'est l'un des hôpitaux pour personnes handicapées en France. La première fois en France, t'es bien accueilli ou bien comment tu ressens, comment est-ce que tu te sens?
Quand j'arrive en France, en Afrique, les gens me regardaient, ils faisaient ouais, ça m'énervait déjà. En Europe, les gens faisaient comme s'ils ne me regardaient pas. Donc, quand tu arrives en face, la personne ne te regarde, chacun fait comme s'il regardait ailleurs. Vous connaissez la mentalité d'ici, personne ne me regardait. Dès que j'avais le dos tourné, tout le monde s'arrêtait, se retournait pour me regarder. Ma nièce me disait, tant qu'on te regarde, je me retournais, je regardais, ils enlevaient les yeux, on regardait ailleurs. Donc, on faisait les films, quoi. Quand j'arrivais, personne ne me regardait. Face au regard des gens. Parce que moi, ça me dérangeait. Moi, le regard des autres me dérangeait, ça me choquait, ça m'énervait. Je voulais pas qu'on me regarde. Il y a une vidéo de toi que tu as fait sur ta chaîne YouTube. Je me rappelle encore, la chaîne YouTube, c'est Handicapé alors. D'où tu disais l'acceptation de soi et de l'autre. Et dans ce moment-là, est-ce que tu étais dans l'acceptation de soi déjà? Quand je suis arrivée en France avec étant courbée là, non. Ouais. Non, je ne m'acceptais pas. Donc, je voulais pas que les autres me regardent, je voulais pas qu'ils me voient comme je me voyais, je voulais pas qu'on me voie comme je me voyais. Je me voyais tellement intérieure et diminuée. Donc, voir les autres me voir de cette façon-là, non, je ne supportais pas ça. Donc, je ne m'acceptais pas. Et les autres, je crois même que ces personnes me regardaient pas parce que pour eux, ça les gênait de voir une personne courbée. Parce qu'en Europe, quand même, quand tu es handicapé, soit... Merci. Je continue. J'enchaîne. Parce qu'en Europe, quand même, quand tu es handicapé, soit tu es en fauteuil roulant, soit tu as des aides techniques, ils appellent ça ici aides techniques. Tu as une aide technique pour te déplacer. Mais en Afrique, il n'y a pas d'aide technique. Donc, pour eux, les gens qui me regardaient, en fait, ce n'était pas de la pitié. Ils avaient pitié. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas comment on n'avait rien fait pour moi. Pourquoi j'avais pas de fauteuil roulant? Pourquoi j'avais pas de béquille? Pourquoi j'avais rien? Donc, pour eux, c'est cette question qui devait leur passer par la tête. Mais pourquoi elle est courbée? Excusez-moi. Au point où une fois, il y a une dame qui m'a demandé, est-ce que vous êtes fait mal? J'avais pas encore de séjour. Je dis, je vais appeler l'ambulance. Je dis, cette dame qui va appeler l'ambulance, là, c'est le retour en Afrique, là, je n'ai pas de titre de séjour, je n'ai rien. Elle va appeler l'ambulance, mais quand chez nous, on dit, j'avais disparu. Je me demande comment j'ai fait pour disparaître en une fraction de seconde pour qu'on me renvoie pas au Cameroun. Dans ma tête, c'était le renvoi. Pourtant, elle voulait juste appeler l'ambulance pour m'aider. Pourquoi je suis courbée? C'est sûr que je me suis fait mal. Elle voulait m'aider, mais moi, je voulais pas qu'on m'aide. Donc, le regard des autres ici en France, ça a été très dur. Pour moi, c'était très, très dur. Les gens te regardent, mais en fait, quand tu arrives... Est-ce que tu sentais que les gens te regardaient avec de la pitié ou tu sentais qu'ils regardaient... De la pitié et j'en voulais pas. Trop de pitié et j'en voulais pas. Et comment tu penses qu'un handicapé peut transmettre à nous qui ne sommes pas, donc qui sommes valides là, cette envie de ne pas regarder avec de la pitié, de la critique dessus, bien... Je sais pas, déjà affronter le regard de l'autre pour commencer. Lui montrer que tu ne me dépasses en rien, toi qui es devant moi là. Donc déjà, ça c'est très important. Tu affrontes son regard. Tu peux discuter la place handicapée avec toi alors? Oui. Ok. La prochaine fois que je viens chez toi, je garde sur la place handicapée. Et là, on verra bien, tu verras qui je suis. Parce que moi, maintenant, quand quelqu'un vient, il prend ma place handicapée, je prends un rouge à lèvres et je vais faire un beau petit dessin. Et tu fais le dessin du logo handicapé. Si son pare-brise, et qui me l'a donné, c'est mon copain qui m'a donné le secret. Tu fais un dessin du logo handicapé. Ou bien, avec du rouge à lèvres, ce pare-brise sera changé. Et comme ça, il ne prendra plus jamais la place handicapée. Parce qu'il va changer un pare-brise. Je fais le dessin du logo handicapé sur son pare-brise. Parce que lui, il prend mon handicap, c'est pas suffisant. Le dessin, il va comprendre mieux. Donc, qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui ont un handicap? Déjà, de pas laisser les autres leur montrer qu'ils ne valent rien. Ça, c'est très important. Tu dois pouvoir soutenir un regard. Moi, quand je marche en route, parfois, les gens regardent mes chaussures qui sont bizarres parce que justement, quand je vous parlais de ma jambe qui était toute petite, elle était toute fine. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai été opérée. Il y a la jambe qui est, entre guillemets, normale. Elle est devenue plus courte parce que celle qu'on a opérée, s'est allongée. Parce qu'on a libéré un muscle dont la jambe s'est allongée et l'autre jambe est devenue plus petite. Donc, il y a une différence de hauteur de 5 cm et demi. Et ça fait que je mets souvent des chaussures bizarres. Et là, quand les gens me regardent avec mes chaussures bizarres, tu vois quelqu'un qui lorgne mes pieds, il regarde mes pieds. Je m'arrête, je regarde ses pieds et je monte vers la tête. Quand il me voit, il regarde ailleurs. Je dis, faites-moi une photo, c'est peut-être mieux pour vous, hein. Comme ça, vous allez garder un souvenir de moi, quoi. Et les gens ne supportent pas ça du tout quand je leur dis, faites une photo. Ils regardent d'ailleurs, madame, excusez-moi, ou bien ne me répondent même pas, ils partent. Mais c'est juste une façon de dire, acceptez-vous. Et les autres vont vous accepter. Parce que moi, quand tu me regardes trop de la tête aux pieds, je m'arrête. Si je marche, je m'arrête. Parce que parfois, les gens te regardent, tu es là, tu marches, les gens te regardent. Et moi, comme je ne supporte pas ça, quand tu me regardes, je viens, je m'arrête là. Tu es en train de me regarder et je te regarde. Je commence comme ça.
Je te regarde, tu commences par tes pieds, quand tu regardes, tu commences par tes pieds. Et après, je vais monter vers le visage. Et ça, c'est une très belle leçon. Parce que dès que je fais ça, je regarde ailleurs ou bien je ne reste pas à côté de moi. Et pour moi, c'est très important. Donc, pour les personnes qui ont un handicap, le handicap n'est pas seulement visible. Il y a des handicaps invisibles. Moi, je dis ça aux personnes. Au boulot, je pose la question aux gens. Quand tu m'as vu, est-ce que c'est moi que tu as vu en premier? Non. Moi, quand on me voit, la première chose qu'on voit, c'est ça. C'est après qu'on va lever la tête pour regarder le visage de la personne. Mais c'est pas moi qu'on regarde avant. C'est ça qu'on regarde avant. Elle est de qui? Elle est handicapée. C'est ça. Aujourd'hui, là, quand tu as le travail, aujourd'hui, ça veut dire que tu as un travail. Tu es autonome. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui sont handicapés? Par exemple, il y a beaucoup qui traversent, qui ont besoin de ça, cette autonomie-là. Cette façon, ce problème de logement, ce problème d'insertion dans la société. Est-ce que toi, c'était compliqué pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de donner des idées? Ou est-ce qu'on peut te solliciter dans des situations pareilles? Est-ce que tu aurais des conseils, ou bien comme on dit souvent, des tuyaux, hein, pour ceux-là qui sont dans la situation de handicap, mais je ne coupe pas, je relance le match pour que tu acceptes la partie. Ça me permet de compter le temps aussi. Est-ce que pour cela, tu peux leur dire comment ou quoi, ton combat pour déjà te sentir autonome? Parce que l'autonomie, c'est aussi le fait d'être totalement indépendante, d'avoir son logement, d'être financièrement indépendante, mais je te trouve que tu es plutôt à l'aise dans ce côté-là. Je t'ai même vu conduire, donc tu as ton permis. Donc c'est comment? Il y a des handicapés qui n'ont pas de permis. Est-ce que tu as tout ce côté-là? Est-ce que tu as des réponses sur ça? Qu'est-ce que je peux dire aux autres par rapport à l'autonomie? Déjà, l'autonomie, toutes les personnes handicapées ne pourront pas avoir leur autonomie et ça, je respecte vraiment parce que ne sont pas. Il y a des degrés et degrés d'handicap. Il y a des personnes très, très lourdement handicapées, ce qui n'est pas mon cas. Je suis handicapée, mais pas lourdement handicapée. Il y a des personnes lourdement handicapées qui auront toujours besoin d'aide, qui ne seront jamais autonomes quoi qu'elles fassent. Donc, ces personnes-là, tout ce qu'on peut faire, c'est les soutenir. Maintenant, celles qui peuvent se débrouiller, débrouillez-vous. Celles qui peuvent se battre, battez-vous. Cassez toutes les portes s'il le faut. Baissez pas les bras. Ne laissez personne vous dire, vous ne valez rien, vous ne pouvez pas le faire. Oui, moi, ma tête parfois me dit, tu peux le faire, mais je vais essayer. C'est mon corps va me montrer que je ne peux pas le faire. Mais au moins, j'ai essayé. Parce que dans ma tête, je peux le faire et je vais le faire. Mais en marchant là, c'est le corps qui va me dire, n'oublie pas qui tu es. Le corps va me bloquer, arrête-toi, stop, tu vas où là? Tu es handicapé. Mais ça, dans ma tête, j'oublie que je suis handicapée parfois. Donc, juste dire aux personnes de se donner les moyens. Tous les moyens possibles. Déjà, il y a toutes les aides possibles pour qu'on puisse être autonome. On est en Europe. En Europe, tu peux avoir des aides techniques. Moi, quand je dis aides techniques, il y a les aides techniques, il y a les aides humaines. Aide humaine, c'est la personne qui vient t'aider. Moi, j'ai quelqu'un qui vient à la maison m'aider à faire le ménage. Parce que je leur ai dit, même passer la serpillère, je ne pourrais pas. Si je glisse, je tombe avec les béquilles, c'est dangereux. Donc, il y a quelqu'un qui vient m'aider à faire le ménage à la maison. Il y a quelqu'un qui m'aide à faire des courses. Je leur ai dit, moi, je vais bien faire mes courses. Je suis allée voir le médecin à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Je lui ai dit que de dépendre des gens. Moi, j'aimerais bien traîner mon caddie et aller faire mes courses. Et quand je me mets devant le médecin, je lui dis, mais dites-moi comment je fais pour traîner ce caddie avec le caddie. Comment le caddie? Montrez-moi. Et quand j'ai pris les véhicules, je me suis levée. Elle m'a regardé parce que quand j'allais demander l'aide, pardon, mon assistante, ça m'a dit que je n'aurais pas droit à l'aide. On ne l'accordait pas. Je lui ai dit, on l'accorde. Elle m'a dit non. On n'accorde pas cette aide-là. On la donne plus. J'ai dit, on la donne plus. Mais on fait comment alors? On fait comment? Donc, je vais appeler ma soeur, ma nièce, les voisins pour m'aider? Non. Je suis allée, j'ai dit, je veux rencontrer le médecin. J'ai rencontré ce médecin-là. Et l'aide m'a été accordée parce que quand je lui ai dit, on m'avait dit, prends un sac à dos. Je vais bien prendre un sac à dos. Mais je vais porter combien de choses dans mon sac à dos? Pas grand-chose. Je vais porter 2-3 trucs. Le sac à dos, il sera lourd. Je vais partir. Mais si je veux vraiment faire des courses, j'ai besoin d'une aide. Donc, si on me demande de faire le choix entre votre aide même là et mes jambes, je vais choisir mes jambes. Mais le choix ne sera... On ne pose pas la question. Je suis déjà handicapée. Donc, donnez-moi juste l'aide pour que je puisse avancer. Ça dépend de ma famille. Parce que déjà, je serai un poids pour ma famille, un poids pour mon compagnon. Je ne veux pas être un poids pour qui que ce soit.
Donc, ces aides m'ont été accordées. Donc, juste dire aux personnes qu'ils ont droit à des aides. Il y a des enveloppes budgétaires pour ça. Il faut juste savoir vers où frapper. Toquez à la bonne porte et vous aurez toutes ces aides-là. Tantôt, est-ce que parmi ceux qui nous écoutent là, ceux qui nous suivent aujourd'hui là, est-ce que tu permets que ces gens-là viennent vers toi individuellement, te demander des solutions, des accompagner? Est-ce que tu peux accompagner? Est-ce que tu peux, entre guillemets, je peux utiliser un terme que tout le monde utilise tout le temps, hein, ce mot coach. Je suis en train de vouloir être un coach. J'ai envie de faire un truc de coach, pas seulement pour le handicap, pour le handicap et des personnes, pas seulement pour les personnes handicapées. Je suis en train de vouloir créer mon truc de coach. Mais avant de créer la structure, je vais peut-être commencer d'abord de bouche à oreille à faire le truc de coach. Pour aider les personnes, déjà, qui ne s'acceptent pas, parce qu'à la droite des personnes handicapées, il y a des personnes valides. Moi, je connais des personnes valides qui ne s'acceptent pas, qui ne veulent pas avancer, qui se disent que la vie s'arrête. Je connais des dames qui m'ont dit, moi, j'ai pris 20 kilos, je ne sais pas qui je suis, je ne m'aime pas, je ne me supporte pas. Elle s'enferme chez elle. Quand cette dame s'assoit devant les gens, pour qu'elle ait un gros sac devant elle, pour qu'elle cache son corps, je lui ai dit non. Accepte-toi et aime-toi. Aimons-nous déjà tels que nous sommes. Comment tu veux que l'autre t'aime si tu ne t'aimes pas? Comment tu vas demander de l'amour à l'autre? Est-ce que toi-même tu t'aimes déjà? Non. Donc je vais créer mon petit coaching pour aider déjà les personnes, accompagner des personnes, les aider à surmonter certaines choses de la vie. L'acceptation, le regard des autres. On l'aura toujours. On doit avancer avec. Merci beaucoup, Francky. Là, il est 22h40. Ça fait 1 heure qu'on est en live. Et dans 1 heure, on a beaucoup reçu de toi. Tu nous as donné beaucoup d'informations. Maintenant, je vais te poser des questions par rapport à ce que j'ai de ceux qui sont avec moi. Je n'en serai pas. Je vais juste lire quelques questions que j'ai eues. Alors, la première question qui me vient ici, c'est pour le permis. Alors, je te demande comment tu as passé ton permis. Pour le permis, ça a été une autre bataille. J'ai toujours voulu conduire depuis l'Afrique. Mes parents n'avaient pas de voiture, donc je ne suis jamais restée derrière un volant en Afrique. Et quand j'ai eu mon salon de coiffure, mon copain à l'époque avait une voiture, je lui ai dit, mais je vais apprendre la conduite. Tu peux conduire? Je lui ai dit, mais je crois que je peux conduire. Il n'y a qu'un seul pied qui ne fonctionne pas, mais le pied droit, il fonctionne, donc je crois que je peux conduire une boîte auto. Et il y avait une auto-école à côté de mon salon de coiffure. Je vais voir la dame, je lui dis, moi j'aimerais conduire. Elle me dit, oui, mais je n'ai pas de boîte automatique, mais j'ai un frère qui a une boîte auto. Je crois que je vais aller voir mon frère. Je dis, et chaque fois quand je vais passer des heures de conduite, vous irez chercher votre frère. Elle m'a dit, oui, j'ai dit, ok, on laisse tomber. Donc en Afrique, j'ai oublié l'affaire de permis. J'arrive en Europe, je dis, il faut que je conduise. Mais avant de commencer à conduire, là, je prenais les métros. Oh là là, qu'est-ce qui m'a poussé à conduire? Mais c'est les métros de Paris. Ah! Les plongeons que moi j'ai été dans Paris, là, je ne peux pas vous les raconter. C'était les sauts. Quand je mets le pied comme ça pour descendre l'escalier, c'est du péroulé, puis au sol là-bas. Mais la ligne 6, elle m'a traumatisée. Quand j'arrivais au niveau de la ligne 6 pour sortir à Place d'Italie, je m'arrêtais comme ça. Quand je sortais du métro, je regardais, je comptais les marches, je regardais les marches. Il y a 3 niveaux d'escalier, 3 niveaux. De moins 15 marches. Donc, je m'arrêtais là et chaque fois les gens venaient. Madame, vous avez besoin d'aide? Je disais non, merci. Vous avez besoin d'aide? Je disais non, merci. Mais je réfléchissais comment je vais faire pour grimper tout ça. Et quand tu finis de grimper ces 3 niveaux-là, il y a encore un petit virage où tu as 3 marches. Tu grimpes encore les 3 marches. Il y a l'escalator. Le jour où l'escalator est en panne, tu as encore au moins 20 marches pour sortir dans la rue là dehors. Là, c'était la pire des lignes pour moi. Mais cette ligne m'a traumatisée, m'a rendu malade quand je pensais que je devais la prendre. Et j'étais obligée de la prendre. C'était soit je reste enfermée à la maison. Et comme moi, j'ai jamais voulu rester enfermée, je sortais. Il fallait sortir. Moi, l'affaire là, que comme tu es handicapé, tu dois rester enfermé, tu ne dois rien faire. Je me faisais belle et je sortais toujours. Moi, l'élégance a toujours été, pas parce que je suis handicapée que je vais me laisser aller, hein. L'élégance, ça, j'adore. L'habillement, j'adore. Et j'aime bien me mettre. Donc, je me limite pas au handicap. Ok, et du coup, pour le permis, est-ce qu'il y a une facilité pour acquérir son permis pour des personnes à mobilité réduite, dans ton cas, par exemple? Est-ce qu'il y a une démarche plus appropriée, plus rapide, par exemple? Donc, comme je suis tombée plusieurs fois, je décide donc de passer le permis et je vais dans une auto-école pas très loin de chez moi. Je vais me renseigner et ils pouvaient faire conduite et code en même temps. J'ai passé mes 20 heures de conduite sans connaître le code. Donc les 20 heures, c'était 20 heures de perdu. Maintenant, je dis, ok, tu es déjà assise derrière. Tu as déjà été assise derrière un volant, c'est bon. Maintenant, apprends ton code. Je passe mon code de la route au deuxième tour. Je passe le code de la route.
Et la première fois que je passe le permis, j'échoue. Et le moniteur, c'était un pilote automobile, le vieux moniteur que j'avais. Il me dit, toi, t'es pas faite pour conduire. T'es faite pour t'asseoir à côté, on te conduit. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, moi, je vais conduire. Et le jour que je lui ai dit, moi, je vais conduire.